Alors, mon nom, c'est Pierre Espuche. Je suis né le 16 juin 1950. Donc, actuellement, j'approche des 74 ans. Oui, donc, essentiellement, j'ai travaillé en Provence, donc sur Gardanne. J'ai eu l'occasion de travailler sur l'international aussi. Donc, à cette occasion-là, je suis allé sur différentes houillères en France, donc en Lorraine, à Carmaux, entre autres, à Blanzy aussi. C'était dans les années 86, 95 à peu près. C'est pas cette période-là où je travaillais sur l'international. Alors Bercé-Minier, je suis rentré en 1967 et j'ai terminé en 1997. J'ai eu la chance de faire plusieurs métiers. Le premier, donc, j'ai été embauché comme apprenti électromécanicien, donc à la suite d'un concours qui avait eu lieu. La formation était de 3 ans, c'était une formation éducation nationale, donc on préparait des CAP à l'époque. Donc la deuxième année, nous avions passé un CAP de mineur, et la troisième année d'apprentissage, le CAP d'électromécanicien pour le fond. Bon, à la suite de cet apprentissage, donc effectivement, j'ai travaillé un petit peu au fond, pas beaucoup. Je travaillais 4-5 ans au fond à peu près. Et par la suite, donc, je me suis retrouvé au centre de formation en tant que formateur. Et j'ai fini ma carrière en tant que responsable de la formation. Mes conditions de travail au fond, ben écoutez, moi c'était un travail qui m'intéressait beaucoup. C'était un métier qui est très proche de la nature. C'est bizarre puisque c'est une nature minérale, mais on est très proche de la nature. C'est très particulier. Je fais une similitude un peu avec le marin. Le marin, bon, c'est la mer avec ses dangers. Le fond, c'est un milieu naturel, un milieu un peu sauvage, puisque c'est quand même c'est pas commun, quoi. C'est pas un endroit où on vit habituellement. Et par contre, il y avait ces odeurs, ces couleurs aussi, ces eaux. Ah ben au fond, donc, je faisais à une époque ce qu'on appelait les interpostes. Donc j'étais jeune électromécanicien. Le problème, c'est que les chantiers étaient à peu près à une demi-heure de circulation ou à pied de l'endroit où on arrivait. Enfin, soit on nous amenait au début par wagon, après on finit par train. Hein. On était dans un wagon, après il fallait finir à pied. Ou alors par la suite par véhicule diesel comme on a sur le carreau. Et le problème, c'est que quand un poste, le travail était de 8 heures, quand un poste terminait, l'autre poste n'était pas obligatoirement arrivé. Donc il y avait un creux à peu près d'une heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de creux. Et on avait créé des interpostes. Donc c'était des petites équipes qui justement comblaient ce creux. On continuait à faire travailler, moi je travaillais en taille, hein, on continuait à faire fonctionner à la taille pendant ce creux-là. Donc c'était notre rôle. Et donc je faisais partie d'une petite équipe. Alors le problème, c'est qu'on tournait sur des postes un peu curieux, parce que le plus difficile, c'était celui du matin. Alors, ce que j'appelle le matin, on commençait à 4 h le matin. À 4 h moins le quart, on commençait. C'est-à-dire, on prenait la cage à 4 h moins le quart, donc il fallait être préparé avant. Et on finissait à midi moins le quart. Donc pour moi, c'était très difficile. Le lundi, ça allait à peu près. Le mardi, ça commençait à être un peu plus difficile, parce que le soir, l'idéal c'était de se coucher à 8 h, mais le soir, on n'arrivait pas à se coucher à 8 h. Et quand on arrivait à midi, on mangeait, puis on ne tenait plus, on était obligé de faire la sieste. Et quand on faisait la sieste, qu'on se réveillait à 3-4 h d'après-midi, et que le soir, il fallait se coucher à 8 h, c'était pas possible. Donc on était complètement décalés. Et le problème, c'est que à la fin de la semaine, je ne savais même plus si j'étais vivant ou mort. Alors c'était pour ce poste-là particulièrement qui était assez difficile. Sinon, bon, on prenait la cage comme tout le monde, hein. On était tenu d'arriver à l'heure. Si on n'arrivait pas à l'heure, c'était terminé, quoi. On pouvait retourner à la maison. La cage était partie et c'était fini. Et même si on pouvait prendre la cage d'après, le transport, au fond, il n'était pas assuré. Donc c'était pas possible. Donc il fallait absolument être ponctuel, même si on commençait à 4 h moins le quart le matin.
J'ai eu rapidement, donc je suis passé agent de maîtrise et à la fin j'étais agent de maîtrise supérieure. Et par la suite, donc j'ai continué à progresser et j'ai eu la chance de finir dans la filière ingénieur. Donc c'est un peu le bâton de maréchal que tout le monde espérait. J'ai réussi à l'avoir, j'ai eu la chance. Je dis que c'est vraiment une chance. Moi je suis un passionné d'électricité, c'est ma passion. Et j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours le samedi, payés par des houillères. Donc le samedi on était payé, j'étais payé pour aller suivre de la formation. Donc j'ai commencé par l'éducation nationale, donc j'ai passé un brevet professionnel. J'en suis très fier parce que de tout ce qu'on a commencé, c'était 2 ans de formation le samedi, de tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout pour passer l'examen, il y en a beaucoup qui ont perdu en route, l'examen, il y a eu 87% d'échecs. Donc ça a été quand même pour moi quelque chose de super. Par la suite, j'ai passé un bac professionnel, aussi un bac technique. Par la suite, j'ai eu l'expérience internationale, donc il a fallu que j'apprenne l'anglais aussi, pour donner des cours en anglais. Voilà, donc ça a été quelque chose d'assez intéressant. J'ai eu la chance d'aller notamment en Inde, je travaillais avec des Indiens, avec des Italiens, avec des Iraniens. Donc j'ai eu la chance de travailler au niveau international et ça m'a permis de voir d'autres personnes, d'autres pays. Et j'ai travaillé à l'international, charbonnage de France. Je l'ai pris légèrement avant, je l'ai pris en 97. La mine a été nationalisée en 1945, j'ai commencé en 1967. Donc déjà, il y avait une grosse progression. Le fait de nationaliser les mines, ça a permis de rentrer dans la technique dans les mines. Donc déjà, on avait des systèmes d'exploitation qui étaient très intéressants, très pointus. Et au fur et à mesure de ma carrière, il est arrivé de nouvelles technologies. Par exemple, ne serait-ce que la tension d'alimentation. La tension d'alimentation dans une maison, c'est du 220 volts. Là, quand je suis arrivé, c'était 500, 1000 volts. Par la suite, on est passé à 5000 volts. Donc on avait du 5000 volts dans l'état, c'est-à-dire du 5000 volts qui se déplace. Et même sur la fin, on avait même des alimentations à 10 000 volts. Ça vous donne une idée de l'évolution au niveau des tensions, mais enfin il n'y a pas que des tensions, il y a autre chose. Sur la fin de ma carrière, on utilisait des ordinateurs qui géraient des systèmes. Donc on avait des gestions par ordinateur. On avait des gestions aussi qui étaient faites au jour, au télévigile. Donc dans la télétransmission, on avait des communications aussi qui étaient faites entre le fond et le jour, au début par des téléphones et par la suite on avait des espèces de talkie-walkie. Donc à tout moment on pouvait joindre n'importe qui à n'importe quel endroit. Donc l'évolution était vraiment extraordinaire. Oui, le travail en équipe que j'ai connu au fond, c'était un travail essentiellement dans ces fameux interpostes où on était des équipes réduites, où il y avait un électricien, il y avait un hydraulicien, il y avait un conducteur du rabot, un raboteur, et il y avait 2 personnes dans la taille, donc ça faisait une toute petite équipe. Elle était très soudée, parce que même que si ce n'était pas notre métier, s'il y en a un qui avait besoin d'un coup de main, on le donnait. On ne laissait pas quelqu'un tout seul se débrouiller si ça n'allait pas. Alors il y avait ça déjà au niveau du travail, une très grande solidarité, mais aussi face au danger. Le danger était présent, et puis face au danger, si on voyait quelqu'un qui était il se mettait en danger ou était un peu un porte-à-faux, on intervenait, quoi. On lui disait attention, tu as un risque là. Voilà, donc, et puis malheureusement, quand il y a eu des accidents, même mortels, puisque ça arrivait assez rapide, souvent, là aussi il y avait une grande solidarité. Écoutez, moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que au début, quand j'avais des chefs, c'était des gens qui étaient très humains, très corrects. Moi je faisais mon travail. J'étais respecté, je les respectais aussi. Par la suite, quand j'étais formateur, j'étais assez libre dans mon travail, puisque il n'y avait pas de problème. Si vous voulez, j'avais un peu carte blanche
à la façon de faire. J'avais juste quelques comptes rendus à donner quand même. Il fallait que mais j'avais l'examen final, finalement, c'était mes stagiaires qui passaient leur examen. Alors s'il y avait des réussites, généralement ça passait toujours bien, mais s'il y avait un problème sur la réussite, bon, ben il fallait que je donne le compte, mais enfin, en principe, c'était toujours très bien passé. J'ai connu 68. Alors 68, bon, j'étais apprenti à l'époque. On a suivi le mouvement social. Et à la fin, il y a eu un vote pour savoir si on devait reprendre le travail ou pas. Je n'ai pas voulu me prononcer ce jour-là, parce que j'estimais que moi, c'était facile pour moi de faire grève, puisque j'étais célibataire. Mais il y avait des gens qui avaient des enfants, donc ce jour-là, j'ai voté blanc. Et je pense, avec du recul, j'ai bien fait, parce que je n'avais pas le droit de dire on continue à faire une grève, alors qu'il y a des gens qui étaient à bout de souffle. Puis j'ai eu des mouvements sociaux aussi. Une fois, on est allé bloquer l'autoroute aussi. On a bloqué le péage de l'autoroute. On laissait passer les gens gratuitement, mais de façon ralentie. Je me suis retrouvé aussi sur la Canebière avec un tas de charbon laissé à sa face aussi. Voilà, donc. Et en 88, il y a eu un grand mouvement social. Alors, il y avait les grévistes et les non-grévistes. Alors, moi, je faisais une partie des non-grévistes parce que j'étais en train de préparer ma mission indienne. Et ben, je travaillais chez moi, je préparais mes cours chez moi. Et après, de temps en temps, je venais au centre de formation discrètement faire mes tirages. Ensuite, j'envoyais mes copies sur Paris pour les mettre en forme et les traduire. C'était toujours des revendications, oui, c'est toujours des conditions de travail. C'est toujours les mêmes d'ailleurs, même actuellement. Hein, quand il y a un mouvement social, c'est toujours pareil, conditions de travail et financiers. C'est toujours pareil. Ben, je pense les éboulements. Hein. Les éboulements, malheureusement, ça a fait des dégâts. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts sous les éboulements. Et le plus gros que j'ai connu, c'était en 69. Il y a eu 6 personnes, je crois, enterrées pendant 15 jours. Les derniers, on les a sortis 15 jours après. Ça, c'était les grands accidents. Après l'accident du travail, je crois que tout mineur en a eu au moins un. Il n'y a personne qui est passé à travers. Tout le monde a eu au moins un accident. Voilà. Donc, moi, j'ai peu travaillé au fond, mais j'ai eu mon accident aussi. J'ai failli perdre un œil. J'étais électricien et il y avait une pompe hydraulique qui ne s'arrêtait plus. Donc je l'arrête pour la dépanner. Et comme elle était sous pression, j'ai voulu faire tomber la pression de la pompe. Et pour cela, il y avait une vanne à ouvrir. J'ai ouvert la vanne et malheureusement, l'hydraulicien n'avait pas fixé le flexible. Il avait fait plonger dans la bâche, dans le réservoir. Et le flexible est sorti du réservoir et a fouetté et je l'ai pris dans l'œil. Donc j'ai failli perdre l'œil, j'ai eu une hémorragie rétinienne pendant 3 mois. Il y a eu des accidents avec les engins aussi, parce que quand sont arrivés les engins, malheureusement, il y a eu des accidents avec les engins aussi, des gens qui sont morts, parce qu'un engin se retourne ou se fait recoincer. Voilà, il y a eu des accidents. Ah, moi j'ai connu les chats. Bon, il y avait des rats. Alors, donc il y avait des rats, il y a des gens qui amenaient des chats. Et les chats, les pauvres, ils étaient complètement perdus. C'était pas normal, c'était pas humain. Après, il y avait les rats. Les rats, donc, ils étaient gonflés par les rhumatismes. Alors, les rats, donc, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est une vérité, mais il fallait surtout pas s'assoupir parce que s'il y avait des rats, ils pouvaient nous manger le lobe de l'oreille ou le bout du nez. Enfin, ça, je ne sais pas, j'ai jamais connu quelqu'un qui s'est fait manger, mais ça, c'était la légende peut-être, ou je ne sais pas. Et les rats aussi, donc les vieux ne voulaient pas qu'on les chasse, qu'on les tue. Parce que les rats, ils annonçaient le danger. Quand les rats partaient, ça veut dire que c'était dangereux, il fallait partir avec. Les musettes où il y avait la nourriture, il fallait bien les accrocher de manière à ce que les rats ne puissent pas y monter, parce que sinon ils nous faisaient la gamelle. Bon, il y a les oiseaux aussi, à une époque il y avait des oiseaux, des canaris. Je les ai connus ça par contre, mais pas en France, en Inde j'ai connu ça. Donc ils avaient des canaris encore, c'est le canari, s'il y avait manque d'oxygène, il perd connaissance. Alors mes origines sont espagnoles du côté de mon grand-père, et ma grand-mère naturellement. Ils sont venus en France en 1919 et quand mon grand-père est arrivé en France, il a commencé à travailler dans les mines à Saint-Étienne.
Et par la suite, il est venu sur Marseille. Il travaillait à Marseille sur le carreau de la mine qui va sur le port. Et par la suite, naturellement, mon père a travaillé aussi à la mine, au fond de la mine. Donc il travaillait au Puy Gérard à Divers. J'ai pris le flambeau aussi. À une époque aussi, mon père travaillait. Moi, j'ai commencé à travailler aussi. On travaillait au même endroit. Et après moi, mon frère aussi est rentré à la mine. Donc toute la famille, nous sommes une famille de mineurs depuis 3 générations. Malheureusement, mon fils n'a pas pu travailler à la mine puisque la mine a fermé. Je pense que ça aurait pu continuer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le logement des houillères, c'est un peu particulier parce que ils sont à vie. Et même la veuve, pas les enfants, mais la veuve peut conserver le logement à vie. Donc c'est un avantage énorme. Moi, j'ai eu la chance de changer de statut. Et dans le statut où j'étais, donc dans le statut ingénieur, je n'avais plus la possibilité de conserver mon logement à mon départ à la retraite, contrairement aux autres. Alors, par contre, je ne vais pas me plaindre parce que pratiquement, on m'a payé ma maison. Donc j'ai fait construire avec pratiquement l'argent parce que le fait de quitter la maison des houillères, j'avais droit à un loyer. Et quand je suis parti à la retraite, on m'a calculé le loyer du moment où je partais jusqu'à l'âge de 75 ans. Et on m'a donné cet argent, avec cet argent-là, donc j'ai pu construire ma maison. Anecdote, écoutez, moi, mon premier jour au fond de la mine, ça a été un peu particulier. Donc j'étais sous le statut d'apprenti, donc apprenti éducation nationale, système éducation nationale, avec les vacances. Et puis pendant les vacances de Noël, les vacances de Pâques, on allait à l'atelier au jour. Donc on allait faire des stages en atelier au jour. Et pour les grandes vacances, on allait au fond. Alors pour moi, c'était la première fois que j'allais au fond, pour les grandes vacances d'été. Et mon premier jour, on m'avertit, donc je me présente, je vais à la section, et on me dit, écoute, demain tu commences, demain tu seras à une pompe et tu surveilleras cette pompe. Alors on m'a dit, prends un bouquin, comme ça ça passera mieux le temps. Alors ça tombait bien, j'étais en train de passer mon permis de conduire, donc j'ai pris mon bouquin de permis pour apprendre le code de la route. Et donc le matin, je descends avec un collègue, on marche, on prend des galeries, puis on m'amène dans une galerie où il y avait un gros trou. Il y avait un gros trou, et il y avait de l'eau qui arrivait dans ce gros trou. Alors c'était une intersection entre 2 galeries. Mais ce trou était plus bas, enfin il y avait une galerie qui était plus haute que l'autre. Et il y avait un coffret qui était monté sur une plateforme, on avait fait une plateforme en bois. Il y avait un coffret électrique et il y avait une pompe. Et on m'a dit, écoute, tu restes là, et quand l'eau le monte, tu enclenches l'interrupteur, quand l'eau est basse, tu arrêtes l'interrupteur. C'était mon premier travail à la mine. Bon, c'était sympa, j'étais là tranquille avec mon bouquin, et puis il y avait du monde qui passait, je discutais avec eux, avec les autres, et puis la journée passait comme ça, tranquille, c'était cool, quoi. J'ai dit, ma foi, c'est ça le travail à la mine, c'est pas mal. Et puis au-dessus, il y avait une galerie qui partait droit devant moi, et au bout de cette galerie, il y avait un mineur continu. Et donc il y avait de l'eau qui arrivait régulièrement de ce mineur continu, et puis l'eau montait, je coupais, l'eau montait, je coupais. Et puis à un moment donné, j'entends un gros brou 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 brou. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et puis je vois de l'eau qui arrive, mais en vague, presque une grosse vague qui arrive. Et l'eau qui monte, j'enclenche la pompe, l'eau continue à monter, à monter, à monter. Je monte sur le coffret, et l'eau continue à monter, mais je savais pas où aller, je ne connaissais pas, moi je ne savais pas, c'est la première fois que je descendais au fond de la mine. Mais je ne savais pas où il fallait que je parte, est-ce qu'il fallait que j'aille dans le sens de l'eau, ou d'arrivée d'eau, ou dans le sens de départ de l'eau. Et je ne savais pas, j'étais complètement perdu, je ne savais pas. Et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'étais complètement affolé, mais je vais me noyer là. L'eau continue à monter, et puis qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et le mineur continu avait trouvé une poche d'eau, il avait crevé une poche d'eau, et il y a tout ce qui est arrivé.
Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ou une demi-heure, je ne me rappelle plus exactement, il y a mon collègue qui est arrivé, celui qui m'avait laissé à cet endroit-là, il est venu me chercher. Il est venu me chercher, mais on avait de l'eau jusqu'au-dessus de la taille. Et on est sorti par la galerie par laquelle on était arrivé, tout simplement. Oui, plus de peur que de mal, mais enfin, moi, sur le coup, j'étais pas trop fier, je savais plus trop ce qu'il fallait faire.